qu'est-ce que vous pensez des fermes du futur? Est-ce que pour vous, ça, c'est l'agriculture de demain? On oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de technologies dans les exploitations agricoles. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les nouvelles technologies. Le smart farming ou l'agriculture de précision est-elle le prochain grand tournant du monde agronome? Dans le précédent épisode d'Éco-numérique, on a parlé de l'usage des technologies digitales dans l'agriculture. Il y était principalement question des bienfaits liés à l'utilisation du numérique par les agriculteurs et par les professionnels du secteur qui les accompagnent dans leur mission. Cela dit, ce serait pas correct de laisser penser qu'il n'y a là que du positif et que tout est forcément plus simple grâce au digital. Le recours aux technologies numériques pose aussi de sérieux défis et le chemin de l'intégration réussie peut bien souvent être parsemé d'embûches. C'est précisément cet aspect-là des choses qu'on vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode consacré à l'agriculture connectée. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Pour y voir plus clair, on va continuer à faire appel à nos 4 experts de la soirée débat de mars 2024. Vous ne savez plus qui est qui? Bon allez, c'est parti pour un rapide tour de table. Tout d'abord, nous avions Henri Louvigny, un agriculteur féru d'informatique du côté de Libramont. À ses côtés, il y avait Léonard Théron, docteur en médecine vétérinaire et cofondateur de RhumeXpert, un bureau de consultance en médecine vétérinaire. Puis Philippe Jacques, professeur de microbiologie à Jean-Blou Agrobiotech. Et enfin, Viviane Planchon, la directrice scientifique de l'unité agriculture, territoire et intégration technologique au Centre wallon de recherche agronomique. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous vous rappelez certainement du message final qui était plutôt encourageant. En bref, il ne faut pas avoir peur du numérique, ça reste un outil parmi d'autres, un outil qui ne remplace pas l'expérience accumulée au fil du temps par les agriculteurs. Et c'est vrai, mais attention, tout n'est pas si simple. D'ailleurs, nos interlocuteurs ne manquaient pas d'arguments pour brider quelque peu cet enthousiasme. Commençons par l'élément qui est sans aucun doute au cœur des enjeux numériques actuels. Un élément sans lequel l'agriculture ne pourrait être qualifiée ni d'intelligente, ni de connectée. Véritable matière première du monde moderne qui alimente toute solution numérique, les données. Les données sont essentielles car une fois réunies en grand nombre et traitées par des algorithmes, elles se transforment en information. Une information qui représente la vraie plus-value des OAD, les outils d'aide à la décision. Mais d'où elles viennent ces données? Principalement des exploitations agricoles qui utilisent des machines équipées de capteurs et de systèmes embarqués. C'est comme ça que les données vont être transmises aux constructeurs et fournisseurs de matériel agricole. Il y a certains systèmes tels que certains tracteurs ou robots de traite où énormément de données sont enregistrées et finalement l'agriculteur n'est pas forcément au courant, mais ces données sont enregistrées par les firmes qui vendent les appareils. Au final, elles les utilisent pour leur propre recherche, pour développer soit des outils, soit des solutions commerciales, mais alors que l'agriculteur n'est pas au courant, ce n'est pas acceptable. Donc maintenant, on va de plus dans le sens où l'agriculteur maintenant est au courant et sait que ces données lui appartiennent. On fait en sorte que ces données soient vraiment reconnues comme étant la propriété de l'agriculteur. On retrouve ici Viviane, notre directrice scientifique au Centre wallon de recherche agronomique, qui pose clairement la question d'une part de la propriété des données et d'autre part de la transparence avec laquelle la collecte et le traitement de ces données s'opèrent. On l'entend, selon elle, il règne encore trop souvent un flou à ce niveau. Et les agriculteurs pourraient en quelque sorte se sentir dépossédés d'un bien pourtant précieux. Et Henri, notre agriculteur, il en pense quoi, lui ? Est-ce que vous avez une facilité à vous dire, mais je n'ai aucun souci, est-ce que mes données, qui sont un peu les données de votre ferme, soient partagées au plus grand nombre ou avec des fournisseurs? Ou est-ce que là, vous vous dites quand même, je partage certaines choses, mais je suis pas prêt à tout partager? Je suis pas prêt à tout partager, certainement, oui, mais je partage aussi des choses à mon insu. Mon tracteur enregistre tous mes travaux et c'est stocké chez John Deere aux États-Unis. Mais je peux pas décider autrement si je veux utiliser le GPS du tracteur. Voilà, il y a des données qui doivent être confidentielles, surtout tout ce qui est financier, évidemment. Tout le monde n'a pas envie de partager son compte en banque. Et puis il y a des choses, si elles peuvent servir à d'autres et à agréger des données pour avoir des choses plus pertinentes, je pense que les agriculteurs sont ouverts à partager ces données-là. Et oui, c'est qu'on ne fait plus ce qu'on veut avec les données quand elles sont personnelles. Surtout depuis que le Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, est d'application dans toute l'Union européenne. La question du consentement est primordiale.
C'est évidemment une bonne chose pour redonner du pouvoir à l'utilisateur final, propriétaire de ces données. Mais ça peut aussi apporter son lot de complications quand on veut développer des solutions pour les agriculteurs. C'est ce que nous explique Léonard, le cofondateur de la société Rumexpert. On a déjà essayé de connecter toutes les bases de données qui étaient à notre disposition en Wallonie pour faire un projet pilote qui était soutenable. Et on s'est heurté à plein de complexités, c'est-à-dire que la donnée des agriculteurs, c'est une donnée à caractère personnel, parce que c'est leur, donc on peut pas en faire ce qu'on veut. Et donc il fallait déjà gérer des systèmes de consentement centralisés et qui commencent au niveau de la Wallonie à être vus comme une ambition, je vais dire régionale, avec le programme WallisSmart. Et on a été un des premiers OAD en fait à se connecter sur cette base de données centralisée, ou en tous les cas sur ce système centralisé de gestion des données. Et en fait, se cache dans ces données énormément d'informations méta. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, quand vous mettez des systèmes d'intelligence artificielle ou d'algorithmique complexes et que vous pouvez surveiller des bases de données immenses, vous prenez des décisions qui sont plus précises sans rien changer au secteur. C'est-à-dire que vous prenez simplement les données et vous les processez plus rapidement, plus efficacement. Voilà qui est intéressant. La Wallonie a donc déjà travaillé sur la question du partage des données dans le secteur agricole avec le programme WallisSmart. Mais au fait, c'est quoi exactement ? Cette plateforme WallisSmart, en fait, c'est une plateforme qui permet l'échange des données et surtout via le consentement des agriculteurs. Ces données appartiennent aux agriculteurs et donc pour pouvoir les échanger, il doit marquer son accord sur l'échange et le partage de ses propres données. Et donc, il va pouvoir échanger ces données, par exemple, un agriculteur avec l'entrepreneur agricole qui vient faire des travaux chez lui ou des données liées aux maladies avec d'autres organismes qui sont intéressés ou alors avec la recherche ou avec le système PaconWeb pour la déclaration des agriculteurs. Donc ce système va permettre vraiment d'échanger les données beaucoup plus facilement. À l'heure actuelle, ça se fait soit via des formulaires papier, ce qui est assez lourd à l'heure actuelle, ou alors via des fichiers ou des mails. Maintenant, ça va pouvoir se faire via cette plateforme d'échange. On l'aura compris, ce programme né en 2018 a essentiellement pour ambition de réduire la complexité administrative et d'augmenter l'efficacité, en offrant un point d'accès unique et sécurisé à toute une série de services indispensables aux agriculteurs. Sur son site internet, WallisSmart se présente d'ailleurs comme la plateforme numérique interopérable capable de mettre en réseau les données agricoles. Voilà qui fait le pont avec le deuxième défi lié à la digitalisation en agriculture, le manque d'interopérabilité, car bien entendu, il existe énormément d'outils et de solutions diverses sur le marché. Et donc, il y a beaucoup d'outils de décision qui existent, qui sont sur le marché belge. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas tous forcément interopérables entre eux. Et ça pose un problème parce que chaque fois que l'agriculteur souhaite utiliser un outil de décision, il doit réencoder toutes ces informations personnelles, adresse, numéro d'exploitation, toutes les infos importantes de carnet de champs. Et de ce fait-là, s'il doit l'encoder 10 fois parce qu'il veut utiliser 10 outils de décision différents, il va être découragé et il ne le fera pas. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que les outils puissent communiquer entre eux. Ça, c'est vraiment le défi le plus important. Dans le meilleur des mondes, tous les systèmes propriétaires seraient ouverts, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on a essayé de faire déjà, c'est que tous les systèmes qui sont ouverts, qui ont une possibilité d'être mixés, puissent être intégrés. Donc nous, on a travaillé sur des API, sur des récupérations de fichiers, etc. Et donc, on interopère ce qui est opérable. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. D'ailleurs, comme on a plein de systèmes de connexion, on peut envisager plein de systèmes qui seraient ajoutés à la plateforme. Quand on a fait ce travail-là, en fait, on était en parallèle de l'émergence de WallisSmart, qui est vraiment le module, on va dire, de la région wallonne. Et en fait, l'ambition du futur, c'est justement que la plupart des outils, dans le cadre de la loi d'interopérabilité au niveau européen, permettent d'avoir des interfaces. Donc nous, on essuie les plâtres, en fait, de l'interopérabilité, mais l'ambition, c'est vraiment que n'importe quel type de données puisse être pontées. Donc en fait, d'un côté, on a des outils développés par le secteur privé qui souhaitent proposer aux agriculteurs des solutions connectées pour leur faciliter le quotidien, et de l'autre, il y a les interfaces en ligne des autorités publiques. C'est une des raisons du manque d'interopérabilité. Comme dans cet exemple donné par Viviane, qui fait référence à l'outil PaconWeb, le guichet électronique wallon auquel les agriculteurs se connectent pour remplir des demandes de primes et d'aide à l'investissement. Par exemple, moi, je pense à un outil qui permet d'introduire toutes les données liées aux interventions culturelles, ce qu'on peut appeler une sorte de carnet de champs. Mais par exemple, il ne va pas pouvoir être utilisé, par exemple, par l'outil PaconWeb pour la déclaration des superficies, des surfaces. Et donc, de ce fait-là, l'agriculteur va être ennuyé parce qu'il doit quand même réencoder certaines choses dans le deuxième outil. Et là, bon, c'est un tout petit exemple, mais il peut y avoir des outils pour la gestion de l'azote ou d'autres choses. Et donc, de ce fait-là, il va être, ça va l'ennuyer de devoir à chaque fois réencoder ces informations. Donc ça, c'était pour l'interopérabilité. Mais il y a aussi la question de la pertinence et de la facilité d'utilisation de ces solutions.
Pour l'instant, on a surtout évoqué les outils administratifs. Mais Henri note aussi le décalage avec les outils plus opérationnels sur le terrain, qui disposent encore d'un potentiel inexploité. C'est un peu deux mondes différents. Dans le premier cas, on a des outils qui n'ont pas beaucoup évolué et qui sont encore très contraignants, où il faut passer beaucoup de temps et personne n'aime ça. Dans l'autre cas, on a une innovation avec toutes les nouvelles technologies, les objets connectés, l'intelligence artificielle et ainsi de suite, où là, on se dit qu'il y a vraiment plein de choses à faire, mais il faut encore que ce soit adapté au terrain et au métier, quoi. En fait, il existe pas mal d'outils et des outils qui fournissent les mêmes services. Ce qui se passe, c'est que ces outils doivent être les plus utiles possibles à l'agriculteur ou à l'éleveur. Et si ils sont trop compliqués à utiliser, ils vont d'office, évidemment, ne pas les utiliser. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment des outils, idéalement, qui ont été co-construits avec les agriculteurs ou les éleveurs, parce qu'alors, ça leur permet tout de suite de les utiliser et d'avoir envie de les utiliser. Selon Viviane, les outils resteraient donc pour la plupart compliqués à utiliser. Un avis partagé par Henri, qui en plus de son métier d'agriculteur, est aussi informaticien et concepteur de Léa, une plateforme web de gestion dédiée aux entreprises de travaux agricoles. Et il pointe une raison plausible à ce problème. Moi, je trouve que les outils sont souvent encore mal adaptés au monde agricole parce qu'il y a un gros écart entre l'agriculteur et le développeur et que plus la boîte est grosse, plus les développeurs préfèrent rester dans leur bureau en ville que de descendre sur le terrain. Et que des petits acteurs qui vont être plus dynamiques, qui vont être plus proches du terrain, vont réussir à faire des outils finalement beaucoup plus utiles pour l'agriculteur. Et donc, on est à un moment où il existe des outils développés par des grosses boîtes qui sont utilisés parce qu'on est obligé de les utiliser. Et puis, il existe plein de startups, parfois d'une personne qui va développer quelque chose avec un deuxième qui sera développeur ou quoi, et qui peuvent très bien bouleverser la vie des agriculteurs. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'envie et d'écoute du terrain, quoi. L'outil qui correspond le mieux à ses besoins, c'est l'outil qu'on construit avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la co-construction. Ça veut dire que dans la recherche, on peut avoir de très bonnes idées qui semblent vraiment très utiles à l'agriculteur. Si on le fait seul dans notre coin, il y a des choses évidentes auxquelles on ne va pas penser. Voilà donc le concept clé amené par Viviane, celui de la co-construction, qui pourrait bien être une piste de solution à cet autre défi de taille. De manière plus globale, cette forme de coopération au développement de solutions s'est accélérée avec l'essor de l'innovation ouverte depuis les années 2000. Et il est clair que le secteur numérique a été pionnier en matière d'innovation collaborative, notamment avec les communautés open source fondées sur le principe du partage des connaissances. Pour en revenir à nos moutons, nous avons demandé à Viviane de nous expliquer concrètement comment se pratique la co-construction d'outils. Ce qu'on a tendance à faire maintenant dans nos groupes de recherche, c'est de créer des groupes de co-construction des outils où on invite plusieurs agriculteurs qui sont intéressés par le sujet. On leur présente ce qu'il est possible de faire avec, par exemple, avec des images satellitaires ou des images de drones, et on leur demande quelles sont les fonctions, les services qui peuvent être rendus grâce à l'outil. Et alors, par exemple, l'agriculteur va nous dire il faut vraiment telle information, tel bouton à tel endroit, ou faut que ça s'affiche à tel endroit, mais pas comme ça. Donc, il y a vraiment des choses que l'agriculteur, pour lui, il y a des choses évidentes qu'il va nous dire auxquelles on n'aurait pas pensé. On développe actuellement un outil de décision qui permet de vérifier la pousse de l'herbe en prairie. Et bien, pour cet outil qui va être bientôt lancé, on a demandé à des éleveurs comment ils voyaient cet outil, tous les combien de temps ils souhaitaient que les images soient rafraîchies ou des choses de ce style-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est construit avec eux et quelles sont les images à afficher. Donc c'est vraiment des choses. Et eux ont proposé aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est eux qui vont les utiliser, donc c'est eux qui ont les meilleures idées pour utiliser les outils finalement. Dit comme ça, c'est vrai que ça semble plutôt sympa cette image. Agriculteurs et concepteurs travaillant main dans la main pour concevoir l'outil parfait. Mais bon, il y a quand même un petit bémol qu'il est intéressant de noter au passage. En règle générale, en matière de co-développement, on n'arrive pas à l'outil parfait du premier coup. Il faut plusieurs itérations, c'est-à-dire d'essais et erreurs, pour tester la capacité à offrir les résultats souhaités. Or, comme le souligne Philippe, président du Centre de recherche en ingénierie biologique Terra, et actuellement, je trouve aussi il y a un problème de temporalité qu'on ne maîtrise pas souvent dans le domaine du numérique par rapport à celle de l'agriculteur. L'agriculteur, dans l'élevage, ça peut être un peu différent, mais je dirais la culture, on fait une expérience une année et on doit attendre l'année suivante pour voir si. Donc, quand on veut avoir confiance dans un outil, il faudra quelques années avant qu'on acquiert cette confiance, alors que le numérique aujourd'hui, qui développe des outils dans d'autres secteurs, en quelques mois, il peut avoir fait plusieurs tests avec son utilisateur et arriver à le convaincre.
Aïe, c'est vrai que construire un lien de confiance, ça prend du temps. Et comme l'évoque Philippe, le fait qu'en agriculture on dépende des saisons, c'est certain que ça n'aide pas. Et encore moins quand on parle outil numérique, puisque le digital n'a que faire des saisons, lui qui a tendance à évoluer de façon ultra rapide, rendant la technologie d'aujourd'hui dépassée en l'espace de parfois quelques mois seulement. Ajoutez à ça le coût d'acquisition des outils qui n'est pas négligeable, dans un contexte où les agriculteurs peinent déjà à maintenir la rentabilité de leur activité, et vous comprendrez que l'idée de la transformation numérique à la ferme puisse faire chou blanc. Bon, on termine sur une note un peu moins positive que dans la première partie. Mais c'était l'idée finalement, venir compléter le propos plutôt optimiste de l'épisode précédent avec les aspects plus compliqués qui sont autant de défis à relever. Alors, avant de se quitter, je vous ai préparé un petit quiz. Vous êtes prêts ? Première question. Qu'est-ce que Wild Digifarm ? Réponse A. Un parc d'attractions sur le thème de la ferme. Réponse B. Un boîtier permettant aux agriculteurs wallons de se connecter à leur banque en ligne. Réponse C. Une ASBL qui encourage l'usage du numérique dans le monde de l'agriculture. Réponse C, évidemment. Si vous avez répondu A, vous avez peut-être besoin de vacances à la campagne. La ASBL Wild Digifarm est une initiative d'acteurs du secteur agricole et du secteur numérique en Wallonie. Son objectif est de lever les freins à l'usage du numérique dans le monde de l'agriculture et plus spécifiquement des productions végétales. Elle a été fondée en 2019 avec le soutien de Digital Wallonia et du service public de Wallonie. Deuxième question. L'analyse prédictive grâce à l'IA permet de réduire de combien de pourcents les pertes de récolte dues aux aléas climatiques ? Réponse A, 2%. Réponse B, 20%. Réponse C, 80%. Réponse B. Une étude de McKinsey datant de 2023 révèle que l'analyse prédictive est déjà un énorme atout pour protéger les récoltes. Mais on croise les doigts pour atteindre un jour les 80%. Troisième question. Combien y a-t-il de vaches connectées en Wallonie ? Réponse A, 1000. Réponse B, 10 000. Réponse C, 100 000. Réponse B. Il y a depuis 2024 plus de 10 000 vaches connectées en Wallonie. Ça ne veut pas dire qu'elles s'appellent en visio avec leur smartphone, mais bien qu'elles sont équipées de capteurs pour que l'on puisse suivre leur état de santé en temps réel. Il est temps de refermer ici ce second et dernier épisode consacré aux défis posés par la révolution numérique dans le monde agricole, en relevant les points les plus importants. La révolution numérique en agriculture ne pourra pleinement porter ses fruits que si elle est pensée avec et pour les agriculteurs. La question des données, de leurs propriétés et de leur utilisation reste centrale, tout comme la nécessité d'une meilleure interopérabilité entre les outils numériques. Il faut à tout prix éviter que les agriculteurs ne se retrouvent à jongler entre des solutions qui ne communiquent pas entre elles, rendant l'usage du numérique plus contraignant que bénéfique. Mais au-delà de la technologie, c'est l'adéquation avec la réalité du terrain qui fera la différence. Sans solution pratique, accessible et co-construite, l'innovation restera une promesse lointaine, incapable de répondre aux besoins concrets du quotidien agricole. L'enjeu est donc clair. Réussir à marier le rythme lent de l'agriculture avec l'évolution fulgurante du numérique, tout en garantissant des outils véritablement utiles et abordables. C'est seulement en cette condition que la transformation numérique deviendra un véritable levier de progrès pour le secteur. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco-numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.